À Noël, ma fille a utilisé ma carte pour le voyage de ses beaux-parents. Ma vraie famille. Alors, moi, quand j'ai vu ce débit de 3 600 000 pesos sur mon compte professionnel, à seulement 3 jours de Noël, j'ai cru à une erreur de la banque, à un cruel mirage des chiffres. Mais quand j'ai découvert que ma propre chair, ma fille, avait utilisé cet argent pour envoyer ses beaux-parents en vacances de luxe en Europe, alors qu'elle me traitait de radin, j'ai su que le monde que je connaissais venait de s'effondrer pour toujours. Je m'appelle Arthur Velasco. J'ai 64 ans. Au cours des 3 dernières décennies, j'ai bâti tout ce que je possède de mes propres mains. Des mains qui tremblent à présent, tandis que j'écris ces lignes. Je suis consultante en entreprise, ou plutôt je l'étais jusqu'à très récemment. J'ai fondé mon propre cabinet en 1992. J'ai travaillé 16 heures par jour, du lever au coucher du soleil, pendant des années. J'ai sacrifié des pauses, des amitiés et des opportunités à l'étranger. Tout cela pour une seule et unique raison sacrée. Offrir à ma fille Émilie la vie que sa mère, paix à son âme, aurait souhaité pour elle. Le 19 décembre 2024, le jour se leva comme n'importe quel autre jeudi. Je me suis réveillé à 6 heures du matin dans mon appartement situé sur le Paseo de la Reforma à Mexico. Je me suis préparé un café noir épais, comme toujours, et j'ai vérifié mes courriels professionnels. À 9h15, mon téléphone a vibré avec une notification de la banque. Alerte de transaction inhabituelle sur votre compte professionnel. Carte additionnelle se terminant par four 7689. Au début, j'ai cru que c'était un pourriel ou une erreur système. J'ai des alertes configurées pour toute dépense supérieure à 100 000 pesos sur ce compte, car je l'utilise exclusivement pour les frais de l'entreprise. Mais cette notification était différente. 3 transactions en moins de 24 heures. 1 240 000 pesos, 1 160 000 pesos, 1 200 000 pesos, soit un total de 3 600 000 pesos. J'ai senti l'air quitter mes poumons. J'ai appelé la banque immédiatement, priant Dieu qu'il me confirme qu'il s'agissait d'une fraude ou d'un vol d'identité, n'importe quoi, sauf la vérité que j'étais sur le point de déterrer. L'opératrice était une jeune femme à la voix professionnelle et aseptisée. Elle a vérifié les mouvements pendant 5 minutes qui m'ont semblé une éternité. Monsieur Velasco, les transactions ont été effectuées avec la carte additionnelle enregistrée au nom d'Émilie Velasco de Montes. 2 débits chez Air France pour des billets de première classe à destination de Paris et 1 sur la plateforme de réservation pour la suite présidentielle de l'hôtel Le Bristol à Paris. Tous autorisés avec le NIP. C'était bien cela. Émilie, ma petite Émilie, la créature que j'avais élevée seule depuis qu'elle avait 11 ans, après que le cancer m'eût arraché ma Claire. La jeune femme à qui j'avais donné tout ce qui était en mon pouvoir et bien plus encore. Il doit y avoir une erreur, ai-je murmuré au téléphone, bien que je savais déjà au fond de moi qu'il n'y en avait pas. Pouvez-vous me donner les détails exacts des réservations ? L'opératrice a hésité une seconde. Monsieur, pour la protection des données, je ne peux que vous confirmer que les billets sont pour 4 personnes, avec un départ le 22 décembre et un retour le 5 janvier. Les noms des passagers sont Thomas Montes, Béatrice Montes et 2 autres accompagnants. Thomas et Béatrice, les beaux-parents d'Émilie, les parents de Marc, son époux, des personnes que j'avais à peine vues 5 fois en 6 ans de mariage. Des gens distants de la haute société qui me jaugeaient toujours avec ce regard qui criait que je ne serais jamais assez bien pour leur cercle. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté prostré sur le canapé de mon salon pendant un temps que je ne saurais mesurer. Les aiguilles de l'horloge murale que Claire avait achetée lors de notre voyage à San Miguel de Allende en 1998 continuaient leur course, mais j'étais pétrifié. J'avais donné cette carte additionnelle à Émilie en 2019, juste après son mariage, avec une instruction claire et sacrée. Seulement pour les urgences familiales, ma petite, au cas où tu aurais besoin de quelque chose d'urgent et que je ne serais pas disponible. Elle avait acquiescé, m'avait serré dans ses bras, avait promis de l'utiliser avec responsabilité. Pendant 5 ans, il n'y avait eu aucun débit. Je lui faisais aveuglément confiance. Et maintenant, ceci. 3 600 000 pesos. Elle ne m'avait pas appelé, n'avait pas demandé la permission, ne m'avait pas consulté. Elle avait simplement pris l'argent comme si c'était le sien de droit divin, comme si j'étais un distributeur automatique sans sentiment ni opinion. Je me suis forcé à me lever. J'ai marché jusqu'à mon bureau et j'ai allumé l'ordinateur.
J'avais besoin de voir les relevés de compte complets. J'avais besoin de comprendre exactement ce qui s'était passé, bon sang. Pendant que j'attendais que le système de la banque charge, mon esprit a commencé à tisser les fils invisibles que j'avais ignorés pendant des mois. Les appels d'Émilie, de plus en plus courts et froids. Les excuses constantes pour ne pas venir dîner le dimanche comme nous en avions l'habitude. Marc, mon gendre, trouvait toujours des prétextes pour que nous nous retrouvions dans des restaurants très luxueux d'un quartier chic de Mexico, où je finissais par régler des additions de plusieurs milliers de pesos. Les regards qu'ils échangeaient lorsque je parlais de mes journées à faire les 2-8 pour lui payer ses études universitaires. Le relevé de compte apparut finalement à l'écran. Et il était là, documenté avec la cruelle précision des chiffres numériques. Première transaction. Le 17th of December à 11h32 du matin. 62 000 € à Air France. 2 billets de première classe de Mexico à Paris. Deuxième transaction, le même jour à 15h40. 58 000 € à Air France. 2 autres billets de première classe. Troisième transaction, le 18 décembre. 10 000 € à l'hôtel Le Bristol Paris pour une suite présidentielle. 18 nuits. Émilie avait stratégiquement divisé les achats pour éviter que la banque ne bloque automatiquement la carte pour activité suspecte. Tout débit supérieur à 100 000 € nécessitait une autorisation téléphonique supplémentaire. Elle le savait. Elle avait planifié cela. Je passais la nuit du 19 décembre sans dormir. Je restais à fixer le plafond de ma chambre, répétant mentalement comment j'aborderais cette situation. Une partie de moi voulait croire qu'il y avait une explication raisonnable, qu'Émilie m'appellerait à tout moment pour s'excuser du malentendu. Mais le téléphone ne sonna jamais. À 8h du matin, le 20 décembre, je pris les clés de ma voiture et roulai jusqu'à ce quartier chic de Paris, où Émilie et Marc vivaient dans un appartement de 200 mètres carrés que je les avais aidés à acquérir. J'avais payé l'apport initial de 1 400 000 pesos en 2019 comme cadeau de mariage. Il ne couvrait que l'hypothèque mensuelle de 900 €, ce qui, comparé au prix de la ville, était pratiquement un cadeau. Je sonnai 3 fois avant que Marc n'ouvre la porte. Il portait une très coûteuse robe de chambre en soie bleu marine et des pantoufles en cuir. Il me regarda avec cette expression d'agacement qu'il avait perfectionnée au fil des ans. « Arthur, il est 8h du matin. Que faites-vous ici si tôt ? » ?»« J'ai besoin de parler à Émilie. » Quelque chose dans mon ton dut l'avertir que ce n'était pas le moment de plaisanter, car il s'écarta sans broncher. Je me dirigeai directement vers le salon où Émilie était assise sur le canapé, buvant son café. Elle portait un pyjama en satin blanc que je reconnus immédiatement, car je lui avais donné 3 000 pesos pour l'acheter l'année dernière. « Papa ?» dit-elle sans se lever, sans même paraître surprise de me voir. « Que s'est-il passé ?» Je sortis mon téléphone et lui montrai l'écran avec le relevé de compte. 180 000 €, Émilie, sur ma carte professionnelle. La carte que je t'ai donnée pour les urgences. Un silence pesant s'installa, qui sembla durer une éternité. Émilie posa sa tasse de café sur la table d'un mouvement lent et délibéré. Quand elle me regarda enfin, il n'y avait aucune culpabilité dans ses yeux. Aucun remords, seulement quelque chose de froid et de distant que je n'avais jamais vu auparavant chez ma propre fille. « Thomas et Béatrice méritent ces vacances, » dit-elle d'une voix si calme qu'elle me glaça le sang. « Ils ont travaillé toute leur vie. Ils ne sont jamais allés en Europe. Marc et moi voulions leur offrir quelque chose de spécial pour Noël. Et il ne t'est pas venu à l'esprit de demander la permission ? » Ma voix sortit plus forte que je ne l'avais voulu. « Il ne t'est pas venu à l'esprit au moins de m'appeler et de me consulter pour savoir si tu pouvais utiliser près de 200 000 € de mon compte ?» Marc s'approcha et se tint aux côtés d'Émilie dans un geste de solidarité qui me blessa plus que n'importe quel mot. « Arthur, vous avez toujours été très contrôlant avec votre argent. Émilie savait que vous diriez non, contrôlant. » Je répétais le mot comme s'il s'agissait d'une langue étrangère dans ma bouche. Contrôlant parce que j'attends de ma fille qu'elle demande la permission avant de dépenser l'équivalent des économies de toute une vie pour n'importe qui ? Émilie se leva du canapé avec des mouvements calculés. « Papa, eux, c'est ma vraie famille. Maintenant, Thomas et Béatrice m'ont accueilli comme une vraie fille. Ils m'invitent à leur réception, me présentent à leurs amis importants, me font me sentir valorisé.
Chaque mot était un coup de poignard. Ta vraie famille, murmurai-je. Émilie, je t'ai élevée seule depuis que tu avais 11 ans. Oui, tu m'as élevée, m'interrompit-elle d'un ton qu'elle n'avait jamais utilisé avec moi. Mais tu n'as jamais été vraiment présent, n'est-ce pas? Toujours à travailler, toujours occupé, toujours avec tes réunions et tes clients. Les Montes, eux, ont du temps pour moi. Béatrice m'appelle 3 fois par semaine. Thomas me demande comment s'est passée ma journée. Eux, je leur importe vraiment. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. J'ai travaillé 16 heures par jour pour te donner la vie que ta mère aurait voulu que tu aies, pour te payer une grande école de commerce, pour que tu ne manques de rien. Je sais, dit Émilie avec un soupir d'exaspération. Et tu me le rappelles toujours à chaque dîner, à chaque appel. J'ai travaillé si dur pour toi. J'ai tant sacrifié. Je t'ai tout donné. C'est épuisant, papa. Marc posa une main sur l'épaule d'Émilie. Écoutez, Arthur, nous comprenons que vous soyez contrarié, mais les billets sont déjà achetés. Les réservations sont confirmées. Thomas et Béatrice partent après-demain. Nous ne pouvons pas annuler maintenant sans faire mauvaise impression. Faire mauvaise impression. Le rire qui s'échappa de ma gorge sonna creux, même à mes propres oreilles. Il t'importe de faire mauvaise impression auprès de tes beaux-parents, mais pas de me voler. Ce n'est pas un vol, répondit Émilie avec froideur. C'est une carte que tu m'as donnée. Techniquement, tu avais l'autorisation de l'utiliser en cas d'urgence, Émilie. C'était la condition. Une urgence familiale. C'est une urgence familiale, argumenta Marc avec une logique tordue qui me coupa le souffle. L'urgence, c'est que mes parents n'ont jamais voyagé à l'étranger et qu'ils méritent de voir Paris avant d'être trop vieux. Émilie, la petite fille qui avait l'habitude de grimper sur mes genoux chaque soir en me demandant de lui lire des histoires. Marc, l'homme qui m'avait promis à son mariage qu'il prendrait soin de ma fille et la rendrait heureuse. Et les voilà qui justifiaient un vol de plusieurs millions comme s'ils me rendaient au service. « Il mérite le meilleur », ajouta Émilie en croisant les bras. « Contrairement à toi, tu as toujours été avare avec tout, sauf quand tu pouvais te vanter devant les autres. Thomas et Béatrice sont vraiment généreux. Ils ne mettent pas de conditions à leur amour. » Cette dernière phrase fut celle qui me brisa de l'intérieur. Ils ne mettent pas de conditions à leur amour, comme si j'avais conditionné le mien. Comme si chaque heure supplémentaire travaillée, chaque vacance annulée, chaque opportunité refusée pour pouvoir être à son récital de piano n'avait pas été de l'amour pur, brut et inconditionnel. « Je comprends, » dis-je finalement, ma voix sonnant étrangement calme, même à mes propres oreilles. Je le comprends parfaitement. Je fis demi-tour et marchai vers la porte. Émilie m'appela une fois. « Papa, ne sois pas dramatique. » Mais je ne m'arrêtai pas. Je pris les escaliers au lieu d'attendre l'ascenseur. J'avais besoin de bouger. J'avais besoin de sortir de cet endroit où tout ce que j'avais construit pendant 30 ans venait de se réduire en cendres. Quand j'arrivai à ma voiture, je m'assis sur le siège conducteur sans allumer le moteur. Mes mains tremblaient sur le volant. Pour la première fois depuis que Claire était morte en 2003, je laissais les larmes couler librement sur mon visage. Je pleurais la petite fille que j'avais perdue. Je pleurais les années investies. Je pleurais l'homme que j'avais été, celui qui avait cru que l'amour et le sacrifice seraient suffisants. Mais tandis que je pleurais, quelque chose d'autre se produisait en moi. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était de la clarté. Une clarté glaciale et cristalline qui me disait exactement ce que je devais faire. Ensuite, je rentrais chez moi en voiture sans vraiment me souvenir comment j'étais arrivé. Je garais la voiture, montais au 5e étage, fermais la porte à clé derrière moi et m'effondrais simplement sur le canapé où Claire avait l'habitude de s'asseoir pour tricoter pendant que nous regardions des films le vendredi soir. La rage était passée. L'impact initial avait disparu. Ce qui restait était un vide si profond que je pouvais à peine respirer. Je me levai comme un automate et marchai vers le placard du couloir où je gardais les boîtes de photographies et de documents que je n'avais pas consultés depuis des années. J'avais besoin de me souvenir. J'avais besoin de comprendre à quel moment tout avait dérapé. J'ouvris la première boîte et elle était là. L'album photo bleu que Claire avait commencé quand Émilie était née en 1992. Les premières pages montraient un bébé minuscule, enveloppé dans les couvertures blanches de l'hôpital. Claire tenant Émilie avec ce sourire radieux
qui illuminait n'importe quelle pièce. Moi, 25 ans plus jeune, avec les cheveux noirs de jais et sans les cheveux gris qui dominaient maintenant mes tempes, regardant ma fille nouveau-née comme si elle était le plus grand miracle de l'univers. Et elle l'était. Pendant 11 ans. Nous étions une famille complète. Claire travaillait comme institutrice dans une école primaire à Coyoacán. Je montais ma société de conseil à partir de zéro, travaillant depuis notre salle à manger, car nous ne pouvions pas encore nous permettre un bureau. Nous étions heureux avec de petites vacances à Val-de-Bravo au lieu de destinations exotiques, des dîners faits maison au lieu de restaurants. Mais il y avait de l'amour, énormément d'amour. Je tournais les pages lentement. Émilie a 2 ans le jour de sa première crèche. Émilie a 4 ans déguisée en princesse pour Halloween. Émilie a 7 ans perdant sa première dent. Émilie a 9 ans à son premier cours de piano, assise devant le clavier avec une expression de concentration absolue. Puis j'arrivais aux photos de 2003 et mon cœur se serra. Claire à l'hôpital, mince, pâle, souriant courageusement à l'appareil photo, tandis qu'Émilie lui tenait la main. Le cancer du pancréas était apparu de nulle part en février. En juillet, elle n'était plus là. Je me souviens de ses funérailles comme si c'était hier. Le 23 juillet 2003. Le cimetière sous une chaleur étouffante. Émilie pleurant, agrippée à mon costume noir tandis que j'essayais de rester fort pour elle. Claire n'avait que 36 ans. Émilie seulement 11. Je sortis une autre boîte. Elle était pleine de reçus et de documents que j'avais méticuleusement conservés pendant des années. Facture de l'école privée, 1 200 € par mois pendant 7 ans. Reçu de cours particuliers de mathématiques quand Émilie avait du mal avec l'algèbre. 4 000 pesos mexicains par semaine pendant 2 ans. Des justificatifs de cours de piano à l'Institut de musique, 4 000 pesos mexicains par mois pendant 8 ans. Chaque document était la preuve d'une décision que j'avais prise. Après avoir perdu Claire, j'aurais pu envoyer Émilie à l'école publique, garder cet argent pour moi, choisir la facilité, mais je ne l'ai pas fait. Claire voulait le meilleur pour notre fille, et j'allais m'assurer qu'elle l'ait, même si cela devait me tuer à la tâche. Et cela a failli me tuer. Je retrouvais mon agenda de 2004, l'année suivant la mort de Claire. J'y avais noté chaque engagement, chaque réunion, chaque événement. Me réveiller à 5h30 du matin. Préparer le petit déjeuner d'Émilie, l'emmener à l'école à 8h. Travailler avec des clients de 9h à 14h, récupérer Émilie à 14h30, manger ensemble, l'emmener au piano ou chez son amie Sarah. Retourner travailler de 17h à 23h. Rentrer à la maison, vérifier qu'Émilie avait fait ses devoirs, l'aborder, puis travailler jusqu'à 1h du matin sur des propositions et des projets. Je répétais cette routine brutale pendant des années. Les week-ends n'étaient pas faits pour le repos, mais pour passer du temps avec Émilie. Parc, cinéma, musée. J'essayais d'être père et mère simultanément, sachant que ce ne serait jamais suffisant, mais priant pour que cela serve à quelque chose. Je trouvais une photo de la remise des diplômes de lycée d'Émilie en 2010. Elle, vêtue de sa toge et de son mortier, souriait de toutes ses dents. Moi, debout à ses côtés, visiblement épuisé, mais débordant de fierté. Cette nuit-là, elle m'avait dit « Merci papa, pour tout. Je sais que cela a été difficile. » Je la serrais dans mes bras pendant 5 minutes entières, pleurant sur son épaule, me sentant enfin reconnue. Où était passé cet enfant? Quand s'était-elle transformée en la femme froide qui, ce matin, m'avait dit que les Montes étaient sa vraie famille? Je continuais à chercher parmi les documents le contrat de location de l'appartement que je lui avais trouvé lorsqu'elle fut acceptée au TEC de Monterrey en 2011. 17 000 pesos mexicains par mois que je payais intégralement. Les frais de scolarité, des centaines de milliers de pesos mexicains par an pendant 4 ans. Son voyage de fin d'études à Prague avec ses camarades en 2014. 50 000 pesos mexicains que je lui avais donnés sans hésiter. En 2015, Émilie rencontra Marc lors d'une conférence d'affaires. Il travaillait au cabinet de conseil financier de son père. Il était sûr de lui. Il venait d'une famille aisée du Pedregal. Au début, il me plut. Il semblait la traiter avec respect, la rendre heureuse. La première fois que je rencontrai Thomas,
et Béatrice Montes, ce fut lors d'un dîner formel chez eux en 2017. Ils vivaient dans un hôtel particulier de 3 étages avec un immense jardin privé. Thomas était un cadre bancaire à la retraite. Béatrice n'avait jamais travaillé. Elle consacrait son temps à des œuvres de bienfaisance et à des clubs mondains. Pendant tout le dîner, ils m'évaluèrent d'un regard critique, posant des questions voilées sur mes revenus, mon éducation, mes relations. « Et dites-moi, Arthur, avez-vous étudié dans une université publique ?» demanda Béatrice d'un ton qui distillait la supériorité. « C'est admirable. Les personnes issues de la classe ouvrière qui réussissent ont toujours mon respect. » Marc et Émilie se marièrent en juin 2019. Je payais 1 million de pesos mexicains pour ce mariage au Four Seas de Mexico. 300 invités, la plupart des amis des Montes que, raclement de gorge, je ne connaissais pas. Orchestre en direct, menu à 5 plats, bar à champagne, moët à volonté. Émilie m'avait spécifiquement demandé de ne pas lésiner sur les dépenses car elle voulait impressionner la famille de Marc. Je prononçai un discours cette nuit-là. Je parlais de Claire, de la fierté qu'elle aurait de voir notre fille devenue une femme magnifique et accomplie. Je parlais des années difficiles, de la façon dont Émilie avait été ma force pour continuer. Je terminais en disant « Émilie, tu es ma plus grande réussite, je t'aime plus que tout au monde. » Les gens applaudirent. Émilie pleura. Marc me fit une accolade maladroite, mais Thomas et Béatrice restèrent assis, échangeant des regards que je n'avais pas pu déchiffrer alors, mais que je comprenais maintenant parfaitement. Alors, je fermai les albums et les boîtes. Le soleil de décembre entrait par la fenêtre, créant de longues ombres sur le parquet. Je regardai l'horloge. Il était 15 heures le 20 décembre. J'avais passé 32 ans de ma vie à construire une relation avec ma fille. 32 ans de sacrifice, d'amour inconditionnel, de présence constante malgré ce qu'elle affirmait. Et en une seule matinée, cette fille m'avait dit que je n'avais jamais été sa vraie famille. Je me levai du sol où j'étais resté assis, entouré de fantômes, et marchai vers mon bureau. Il était temps d'arrêter de pleurer sur le passé et de commencer à planifier l'avenir. Le lundi 21 décembre, je me réveillai avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Je décrochai le téléphone à 7 heures du matin et composai un numéro que je connaissais par cœur depuis 40 ans. Diego Olivares. « Bonjour » répondit la voix familière à la 3e sonnerie. « Diego, c'est Arthur. J'ai besoin de te voir aujourd'hui. C'est urgent. » Diego Olivares avait été mon comptable lorsque j'avais ouvert mon cabinet de conseil en 1992. Avec le temps, il était également devenu avocat, se spécialisant en droit commercial et familial. Mais plus que cela, il était probablement la seule personne en ville que je pouvais appeler un véritable ami. Il avait été à mon mariage, aux funérailles de Claire, à chaque moment important de mon existence d'adulte. « Que s'est-il passé, Arthur ? Ta voix est terrible. » « Je préfère t'expliquer en personne. As-tu un créneau ce matin ?» Il y eut une brève pause. « J'ai une réunion à 9 heures, mais je peux l'annuler. Viens à mon bureau à 8h30. » Le bureau de Diego se trouvait sur Reforma, dans un immeuble restauré avec de hauts plafonds et des baies vitrées donnant sur la ville. J'arrivai à l'heure, portant un dossier contenant tous les relevés de compte que j'avais imprimés la veille. Diego me reçut personnellement à l'entrée. Il avait 67 ans, les cheveux entièrement blancs, des lunettes à monture dorée et cet air de dignité tranquille que seules des décennies d'expérience peuvent conférer. Il m'étudia avec ses yeux gris, auxquels aucun détail n'échappait. « Tu as l'air dévasté, » dit-il sans détour. « Quand as-tu bien dormi pour la dernière fois ?»« Il y a 2 nuits, avant de découvrir que ma fille m'avait volé 3 600 000 pesos. » Son expression changea immédiatement. « Assieds-toi, raconte-moi tout. » Je lui racontai toute l'histoire. La notification de la banque, les transactions pour les Montes, la confrontation avec Émilie, ses mots sur la vraie famille. Diego écouta sans m'interrompre, prenant des notes occasionnelles sur son carnet en cuir. Quand j'eus terminé, il se pencha en arrière dans son fauteuil de direction et expira lentement. « Arthur, c'est un abus de confiance et un détournement de fonds. Techniquement, Émilie avait un accès autorisé à la carte, mais l'utilisation dépasse clairement l'objectif pour lequel elle a été accordée. Nous pourrions porter plainte au pénal. Je ne veux pas détruire ma fille,
dis-je automatiquement, bien qu'une partie de moi n'était plus si sûre de cette affirmation. Je veux juste comprendre l'ampleur totale de ce qu'elle a fait. Diego hocha la tête. Alors, faisons un audit exhaustif. Donne-moi accès à tous tes comptes liés à Émilie et nous vérifierons exactement combien elle a dépensé et quand ce schéma a commencé. Nous passâmes les 4 heures suivantes enfermés dans son bureau. Diego disposait d'un logiciel spécialisé pour l'analyse financière forensique. Il saisit mes identifiants bancaires et commença à retracer chaque transaction liée à la carte supplémentaire d'Émilie depuis que je la lui avais donnée en juin 2019. Ce que nous découvrîmes me glaça le sang. « Regarde ça !» dit Diego en désignant l'écran de son ordinateur. Les 5 premières années, il n'y a eu aucune dépense, absolument rien, de juin 2019 à février 2024. Mais ensuite, regarde ici. Sur l'écran apparut une ligne de temps avec des points rouges marquant les transactions. Le premier point rouge datait du 3 mars 2024. 900,000 pesos to an enterprise of construction and renovation at Pedregal. Rénovation ? demandai-je, confus. Émilie n'a jamais mentionné de rénovation dans son appartement. Diego cliqua sur le détail de la transaction. Ce n'était pas dans son appartement. Selon l'adresse de facturation, c'était au Paseo del Pedregal. Cela te dit quelque chose ? Je sentis mon estomac se nouer. C'est l'adresse de Thomas et Béatrice Montes. Diego continua à naviguer parmi les transactions. Le 15 avril 2024, 640 000 pesos à une agence Mercedes-Benz à Interlomas. Une photo du véhicule était jointe, une Mercedes classe E noire métallisée. Émilie ne conduit pas de Mercedes, murmurai-je. Elle a une Honda Civic que je lui ai achetée en 2020. Exactement, confirma Diego. Ce n'est pas pour elle non plus. Mais l'affaire ne s'arrêtait pas là. À partir de mai, il y avait un schéma mensuel constant. 60 000 pesos ici, 100 000 là, 90 000 ailleurs. Des restaurants très chers, des boutiques de créateurs, des bijouteries, une transaction particulièrement douloureuse de 140 000 pesos en septembre à une cave spécialisée dans les vins français d'importation. « Tout a été débité sur ta carte ?» dit Diego d'une voix grave. « Tout cela pendant que tu n'avais aucune idée. » Il fit les calculs totaux sur une feuille Excel. Le chiffre final apparut dans le coin inférieur droit de l'écran. 4 800 000 pesos, presque 5 millions de pesos en moins de 10 mois, soit 1 200 000 pesos de plus que ce que j'avais calculé initialement. Émilie n'avait pas seulement payé les vacances de luxe à Paris, elle avait financé tout le style de vie des Montes pendant presque 1 an. « Comment n'ai-je pas remarqué cela plus tôt ?» demandai-je à voix haute, ressentant un mélange de rage et de honte. Comment ai-je pu laisser passer cela pendant des mois ? Diego ferma l'ordinateur portable et me regarda avec une expression compatissante. « Arthur, ce compte professionnel gère des millions de pesos chaque mois. Des dépenses de 60 ou 100 000 pesos se perdent facilement parmi les factures des fournisseurs, la masse salariale, les services. Émilie savait exactement ce qu'elle faisait. Les montants étaient suffisamment petits pour passer inaperçus, mais suffisamment grands pour permettre aux Montes de vivre confortablement. Je passai mes mains sur mon visage, sentant le poids de chacune de mes 64 années. Ce n'était donc pas une impulsion, c'était systématique, entièrement planifié, confirma Diego. Observez les schémas, dit Diego. Toujours le 15 de chaque mois, comme s'il s'agissait d'un salaire. Les grosses dépenses, les rénovations et le véhicule, elle les a fait durant les mois où votre compte était le plus actif en raison de grands projets. Avril et mars sont traditionnellement vos mois les plus chargés. Il avait raison. Émilie connaissait mon entreprise presque aussi bien que moi. Pendant des années, je lui avais expliqué les flux de trésorerie, les périodes de forte activité, la gestion financière. Je croyais l'éduquer, la préparer à être indépendante. Au lieu de cela, je lui avais donné les outils exacts pour me voler avec une efficacité brutale. Diego sortit un nouveau dossier de son bureau. Nous avons plusieurs options légales. Nous pouvons porter plainte pour abus de confiance, exiger la restitution totale avec intérêt, voire engager des poursuites pénales qui pourraient entraîner une peine de prison. La prison. La parole sonna étrange dans ma bouche. C'est une possibilité réelle, Arthur.
Nous parlons de presque 5 millions de pesos. Ce n'est pas un malentendu, c'est une fraude soutenue. Je restais à regarder par la fenêtre, vers Reforma. Dehors, les gens marchaient avec des sacs de courses de Noël, profitant de l'ambiance festive. Des couples se tenant la main, des familles avec des enfants excités. Un monde qui semblait étranger à l'effondrement de ma propre réalité. Je ne veux pas qu'elle aille en prison, dis-je finalement, mais je ne peux pas non plus simplement ignorer cela et continuer comme si rien ne s'était passé. Diego acquiesça lentement. Alors, il y a une autre voie, une qui vous protège sans nécessairement la détruire, bien qu'elle aura des conséquences permanentes. Êtes-vous prêt à l'écouter? Je le regardai droit dans les yeux. Dites-moi ce que je dois faire. Diego se leva de son bureau et se dirigea vers un ancien classeur en bois sombre. Il en sortit plusieurs formulaires et documents qu'il plaça devant moi avec la précision d'un chirurgien préparant ses instruments. Protection patrimoniale intégrale, commença-t-il à expliquer. Premièrement, nous annulons immédiatement toutes les cartes liées à votre nom qu'Émilie pourrait utiliser. Deuxièmement, nous la retirons en tant que bénéficiaire de toute assurance vie, compte bancaire ou investissement où elle apparaît. Troisièmement, nous modifions votre testament pour garantir que votre patrimoine aille exactement là où vous le décidez. J'écoutais chaque mot, sentant que quelque chose de fondamental changeait en moi. Ce n'était pas de la vengeance que je ressentais. C'était quelque chose de bien plus profond et définitif, la récupération de ma propre autonomie. Combien de temps faudra-t-il pour exécuter tout cela? Demandai-je. Si nous agissons maintenant, je peux avoir les annulations bancaires prêtes en 24 heures. La modification du testament nécessite un rendez-vous avec un notaire. Mais je connais M. Hector Blanco depuis l'université. Je peux vous obtenir un créneau pour le 27 décembre. Faites-le, répondis-je, sans hésiter. Tout cela aujourd'hui même. Diego commença à passer des appels pendant que je signais des autorisations. Il appela d'abord la banque où je parlais directement avec le directeur du compte professionnel. Je lui expliquais que je devais annuler la carte supplémentaire se terminant par 4789 pour utilisation non autorisée. Le directeur, un homme nommé Albert qui gérait mon compte depuis 15 ans, ne posa pas de questions inutiles. « Monsieur Velasco, je procède à l'annulation immédiate. La carte sera inactive dans les 30 prochaines minutes. Souhaitez-vous également revoir les limites et les autorisations sur d'autres comptes? Oui, tout compte où Émilie Velasco de Montes apparaît comme autorisé ou bénéficiaire. Je veux une documentation complète. » Albert prit 10 minutes pour vérifier le système. Vous avez 4 comptes où votre fille figure. Le compte professionnel que nous avons déjà mentionné, un compte d'épargne joint ouvert en 2006, un billet à ordre d'investissement à terme fixe de 2 400 000 pesos où elle est bénéficiaire secondaire, et un compte d'investissement en fonds indiciels. Chaque mot était un rappel de la confiance que j'avais placée en Émilie. J'avais ouvert le compte d'épargne joint quand elle avait 14 ans, pensant qu'il serait éducatif de lui enseigner les finances personnelles. Le billet à ordre était mon fonds d'urgence, le compte d'investissement, ma future retraite. « Supprimez-la de tous », ordonnai-je d'une voix ferme. « Absolument de tous, et envoyez-moi une confirmation écrite de chaque modification. » Pendant que la banque traitait les changements, Diego contacta les assureurs. J'avais 2 polices d'assurance vie importantes, l'une de 6 millions de pesos et l'autre de 10 millions. Sur les 2, Émilie apparaissait comme l'unique bénéficiaire depuis qu'elle avait 18 ans. La conversation avec l'agent d'assurance fut particulièrement révélatrice. « Monsieur Velasco, changer les bénéficiaires est votre droit absolu. Mais je dois vous demander, êtes-vous sûr? Votre fille a été bénéficiaire pendant 14 ans. C'est un changement drastique. » « Absolument sûr, » répondis-je. « En fait, je veux désigner les nouveaux bénéficiaires dès maintenant. » J'avais pensé à cela en chemin vers le bureau de Diego. Si quelque chose m'arrivait, mon patrimoine n'irait plus financer de vacances de luxe pour les montes. Il irait à des endroits où cela importait vraiment. La Fondation Vie et Veuvage est la bénéficiaire principale de 70%. C'est une organisation qui soutient les pères veufs élevant seuls leurs enfants. Les 30% restants seront destinés au programme de bourse Claire Velasco, un programme qui aide les étudiants orphelins. L'agent resta silencieux quelques secondes. « Ce sont d'excellentes causes, Monsieur Velasco.
Je traiterai les changements dès aujourd'hui. Il était 14 heures lorsque nous eûmes terminé avec les institutions financières. Diego commanda de la nourriture dans un restaurant voisin, mais je pouvais à peine avaler une bouchée. L'adrénaline me maintenait en éveil, mais je savais que la fatigue finirait par me rattraper. Il y a autre chose que vous devez considérer, dit Diego en parcourant ses notes. C'est l'appartement où vivent Émilie et Marc. Vous avez dit avoir payé l'acompte d'1,4 million pesos comme cadeau de mariage. C'est exact. Ils paient l'hypothèque mensuelle. Au nom de qui sont les titres de propriété? Je dus réfléchir un instant. Émilie et Marc, copropriétaires à 50% chacun. J'ai seulement apporté l'argent initial? Diego hocha la tête. Alors, légalement, vous n'avez aucun droit sur cette propriété. L'argent était un cadeau, pas un prêt. Il n'y a aucun moyen de le récupérer. Cette information aurait dû me contrarier, mais curieusement, je ne ressentis rien. 1,4 million pesos il y a 6 ans, quand je croyais encore investir dans le bonheur de ma fille. Maintenant, je savais que j'avais seulement acheté des mirages. Qu'en est-il du soutien financier mensuel? Demandai-je soudain. Pendant des années, j'ai transféré de l'argent à Émilie pour ses dépenses. Diego examina les relevés de compte que nous avions imprimés. Je vois des virements réguliers, 300 000 pesos par mois depuis juillet 2019. Vous n'avez jamais signé de document formalisant cela comme une obligation permanente? Non, je le faisais simplement parce que je pensais qu'ils en avaient besoin pendant qu'ils construisaient leur vie ensemble. Alors, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Il n'y a pas de contrat, pas d'obligation légale. 300 000 pesos par mois pendant 5 ans. 18 millions de pesos au total. Près de 20 millions qu'Émilie avait reçus sans même le demander. Parce que j'avais supposé que c'était mon devoir de père de continuer à pourvoir à ses besoins. Annuler le virement automatique, dis-je. À partir de janvier, plus rien. Diego prit note, puis me regarda avec une expression sérieuse. Arthur, tout cela va avoir des conséquences immédiates pour Émilie. Quand elle découvrira qu'elle n'a plus accès aux cartes, aux comptes, aux assurances, ni aux virements mensuels, sa situation financière va s'effondrer complètement. Je sais. Êtes-vous prêt pour cela? Pour les appels, les messages, peut-être même qu'elle se présentera à votre porte en pleurant? Je pensais à Émilie, 11 ans, pleurant aux funérailles de sa mère. Je pensais à Émilie, 17 ans, obtenant son diplôme avec mention. Je pensais à Émilie, 27 ans, marchant vers l'hôtel. Et puis je pensais à Émilie, 32 ans, me regardant froidement, me disant que les Montes étaient sa vraie famille. Je suis prêt, répondis-je avec une certitude qui me surprit moi-même. Diego referma son dossier. Alors, il y a une dernière chose que vous devez faire, quelque chose juste pour vous, sans rapport avec Émilie, ni avec l'argent, ni avec les conséquences légales. Je le regardais, interrogateur. Vous devez penser à votre propre vie, Arthur. Vous avez passé 32 ans à vivre exclusivement pour votre fille. Qu'allez-vous faire maintenant pour vous-même? La question me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Qu'allais-je faire pour moi-même? J'avais 64 ans, une bonne santé, une entreprise prospère qui fonctionnait pratiquement seule grâce à mon équipe de confiance. Pour la première fois depuis des décennies, je n'avais plus d'obligations familiales immédiates. Je ne sais pas, admis-je à voix basse. Alors, découvrez-le, dit Diego avec un petit sourire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de couper les ponts avec Émilie, il s'agit de retrouver votre propre existence. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, je n'ouvris pas d'album photo ni ne revisai de documents du passé. Au lieu de cela, j'ouvris mon ordinateur portable et cherchai quelque chose que j'avais vaguement envisagé pendant des années, mais que je n'avais jamais eu le courage de poursuivre. Des programmes de bénévolat international pour professionnels retraités. Je trouvais des dizaines d'options. Enseigner l'anglais en Thaïlande, du conseil en affaires pour des entrepreneurs au Vietnam, des projets de développement communautaire au Cambodge. Chaque description ouvrait une fenêtre sur une vie complètement différente. Je renouvelais mon passeport cette même nuit en ligne, en payant les frais d'urgence. Il serait prêt en 5 jours. Puis, presque sans y penser, je cherchais des vols pour Bangkok. Il y en avait un disponible pour le 15 janvier. Un aller simple, classe touriste, 16 800 pesos.
Je laissais le curseur sur le bouton « Acheter » et le fixais pendant 5 minutes entières. C'était le moment, la décision qui changerait tout définitivement. Je cliquais. Les 2 jours suivants se passèrent dans un calme étrange. Je ne reçus ni appel d'Émilie, ni message, ni aucun signe qu'elle aurait pris note des changements que j'avais mis en œuvre. Diego m'assura que toutes les annulations étaient actives depuis le 22 décembre à 8 heures du matin. Les cartes étaient mortes, les comptes bloqués, les virements automatiques suspendus. Ce n'était qu'une question de temps. Le 23 décembre à 21h15, mon téléphone explosa d'appels. Premier appel, Émilie. Je le refusais. 30 secondes plus tard, deuxième appel. Émilie de nouveau. Refusé. Troisième, quatrième, cinquième appel en l'espace de 3 minutes. Tous refusés. Puis vinrent les messages textes. 15 au total, chacun plus désespéré que le précédent. « Papa, réponds, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler, c'est urgent. Les cartes ne fonctionnent pas. Je suis au restaurant et aucune ne passe. Tu m'humilies exprès. Réponds maintenant. » Je posais le téléphone sur la table et continuais de manger mon plat de lentilles maison avec le plus grand calme du monde. J'avais attendu ce moment pendant 3 jours. Je savais exactement ce qui se passait et où. Émilie avait réservé une table dans l'un des restaurants les plus exclusifs et chers d'un quartier huppé de Paris pour célébrer un réveillon de Noël anticipé avec les montées. 20 personnes. Thomas, Béatrice, Marc, les frères de Marc, des cousins, des oncles. Une célébration anticipée avant que les beaux-parents ne partent pour Paris le lendemain. Naturellement, Émilie avait supposé qu'elle paierait avec les cartes liées à mon compte. Elle s'était probablement vantée auprès de Béatrice de la générosité du dîner, du meilleur du menu, des vins de réserve, des desserts spéciaux, tout pour impressionner sa vraie famille. Et maintenant, toutes les cartes étaient refusées devant 20 témoins. Le 6e appel arriva à 21h32. Cette fois, je répondis, mis le haut-parleur et posai le téléphone sur la table tout en continuant de manger. « Papa !» La voix d'Émilie était pure panique. « Qu'as-tu fait ? Les cartes ne fonctionnent pas. Aucune des 5. Je suis ici avec toute la famille de Marc et le serveur dit qu'elles sont toutes annulées. » Je finis de mâcher avant de répondre. Ma voix sortit calme, presque monotone. « Je les ai annulées lundi dernier, Émilie. Toutes. » Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre des voix en arrière-plan, des murmures, le tintement des verres. « Tu les as annulées. Pourquoi ferais-tu une chose pareille sans me prévenir ?»« Pourquoi te prévenir ?» répondis-je par une autre question. « Tu ne m'as pas prévenu quand tu as dépensé 3 600 000 pesos pour les vacances des Montées. Je croyais que nous suivions le même protocole de communication. Papa, c'est différent. » Elle s'éclaircit la gorge. « Je suis ici avec Thomas et Béatrice, avec toute leur famille. L'addition est de 80 000 pesos. Tu me fais passer pour une menteuse. » Je pris une gorgée d'eau. « Je ne te fais passer pour rien du tout, ma fille. Tu as décidé de réserver un dîner de 80 000 pesos en supposant que je le paierais. C'était ta décision, pas la mienne. Je n'ai pas 80 000 pesos. Marc non plus. Tu vas nous humilier devant tout le monde. » « Alors je te suggère d'appeler ta vraie famille, » dis-je avec un calme qui me surprit moi-même. « Thomas et Béatrice, les personnes qui, selon toi, t'apprécient plus que moi. Je suis sûr qu'ils seront ravis de payer leur propre dîner de célébration. » J'entendis Émilie pousser un cri étouffé. « Tu ne peux pas être sérieux. » « Je suis tout à fait sérieux. En fait, Émilie, ce n'est que le début. Tu as choisi ta vraie famille il y a 4 jours dans ton salon. Tu as dit que les montes sont ceux qui comptent vraiment pour toi, ceux qui te font te sentir valorisé. Alors maintenant, ils peuvent prendre soin de toi. Je te libère complètement de moi. » Qu'est-ce que ça signifie ? Sa voix monta d'une octave. « Qu'est-ce que tu me libères de toi ?» Cela signifie exactement ce que ça veut dire. Plus de cartes, plus d'accès au compte, plus de virements mensuels, plus d'assurance à ton nom, rien. Tu es officiellement indépendante de ce père absent et contrôleur qui n'a jamais été présent. Je pouvais entendre sa respiration haletante. « Papa, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Comment allons-nous payer l'appartement? L'école privée que tu as promise pour quand nous aurons des enfants? Les dépenses du mois? Vous devrez vous débrouiller seul.
Ou mieux encore, demande-le à Thomas et Béatrice. Sûrement, après tous les cadeaux que tu leur as faits avec mon argent, ils seront heureux de te rendre l'appareil. Il y eut un bruit confus, des voix s'élevant en arrière-plan. Marc prit le téléphone. Arthur, c'est ridicule. Tu ne peux pas simplement tout couper de cette manière. Émilie est ta fille. Émilie m'a dit il y a 4 jours que je n'étais pas sa vraie famille, répondis-je d'une voix d'acier. Et tu sais quoi, Marc? Elle a raison. La vraie famille ne vole pas. La vraie famille ne ment pas. La vraie famille ne dépense pas 5 millions de pesos dans ton dos et ne te traite pas ensuite d'avare quand tu les confrontes. 5 millions. Marc semblait sincèrement confus. De quoi parles-tu? Demande à ta femme. Demande-lui pour les 900 000 pesos de rénovation pour la maison de tes parents, les 640 000 pour la Mercedes, les centaines de milliers mensuels pendant 10 mois. Tout est documenté, chaque maudit peso. Silence absolu. Puis Émilie récupéra le téléphone, sa voix maintenant mêlée de sanglots. « Papa, s'il te plaît, je t'en supplie, ne fais pas ça ici. Non, nous pourrons parler demain. Nous pouvons arranger cela, mais s'il te plaît, réactive au moins une carte pour que nous puissions payer ce dîner. Ne me fais pas ça. Tu as dit qu'ils méritent le meilleur, Émilie, qu'ils sont ta vraie famille. Alors, prouve-le. Fais-les payer pour le meilleur. Ou mieux encore, qu'ils s'enfuient du restaurant sans payer et qu'ils affrontent les conséquences de leurs propres décisions pour la première fois de leur vie. Ils vont nous dénoncer pour fraude si nous partons sans payer, murmura Émilie, terrifiée. Alors, je suggère que quelqu'un trouve 80 000 pesos rapidement. Vous avez vos propres cartes, n'est-ce pas? Celles que Marc et toi avez grâce à vos emplois? Un autre silence. Elles ont des plafonds de 30 000 pesos chacune. Ce n'est pas suffisant. Quel dommage. Au revoir, Émilie. Attends, ne raccroche pas, papa. S'il te plaît, écoute-moi. J'ai raccroché. J'ai complètement éteint mon téléphone. Je me suis levé de table, j'ai lavé mon assiette, les séché et les rangé dans le placard. Puis je me suis préparé une tisane de camomille et je me suis assis sur le balcon pour observer les lumières de Noël de Mexico. J'ai imaginé la scène au restaurant. Émilie en larmes, Marc appelant frénétiquement sa banque, tentant d'augmenter les plafonds de crédit. Thomas et Béatrice calculant mentalement s'ils avaient assez d'argent liquide entre eux tous. Les autres invités murmurant, jugeant, se demandant quel genre de désastre financier venait de se produire. L'humiliation qu'Émilie ressentait à ce moment-là n'était qu'une fraction minuscule de ce que j'avais ressenti en découvrant sa trahison. Mais je n'ai ressenti aucune satisfaction, aucune victoire, seulement le sentiment qu'une porte se fermait définitivement quelque part au fond de ma poitrine. À 23 heures, j'ai brièvement rallumé mon téléphone. J'avais 53 messages et 18 appels manqués. Je n'en ai lu aucun. J'ai simplement vérifié que mon réveil était programmé pour 6 heures du matin. Le lendemain, c'était le 24 décembre, le réveillon de Noël. Et j'avais un rendez-vous important à l'étude notariale le 27th. Il restait encore beaucoup à faire. J'ai passé les 24, 25 et 26 décembre dans un silence délibéré. J'ai complètement éteint mon téléphone et je me suis consacré à des tâches simples. Nettoyer l'appartement à fond, organiser des documents, donner des vêtements que je n'avais pas portés depuis des années. Chaque objet qui sortait de ma vie était comme un poids en moins. Le matin du 27 décembre, je me suis réveillé avec une clarté mentale que je n'avais pas connue depuis avant la mort de Claire. Le ciel était dégagé, l'une de ces journées d'hiver dans la capitale où le soleil brille d'une force trompeuse qui ne réchauffe pas vraiment. Je me suis habillé de mon meilleur costume gris anthracite, le même que j'avais porté pour le mariage d'Émilie, mais je le portais maintenant dans un but complètement différent. L'étude notariale de M. Hector Blanco était située dans une rue tranquille de la Colonia Roma, dans un bâtiment du 19e siècle avec des portes en bois massif et des sols en mosaïque. M. Hector et Diego avaient étudié le droit ensemble à l'UNAM dans les années 70. Maintenant, à 68 ans, M. Hector était l'un des notaires les plus respectés de la ville. Il m'a reçu personnellement dans son bureau tapissé d'étagères remplis de codes juridiques reliés en cuir. C'était un homme grand, mince, avec une barbe blanche parfaitement taillée et des manières qui rappelaient une époque plus formelle. « Arthur,
dit-il en me serrant fermement la main. Diego m'a expliqué la situation générale. Je suis vraiment désolé pour ce que tu traverses. Merci, monsieur Hector. J'apprécie que vous ayez pu me faire une place en cette période. Pour les affaires importantes, il y a toujours de la place. Il s'est assis derrière son ancien bureau et a ouvert un épais dossier. Diego a préparé l'ébauche du testament selon tes instructions. Avant de procéder, je dois confirmer quelques détails fondamentaux. J'ai acquiescé, m'installant dans la chaise à haut dossier en face de lui. Ton patrimoine total estimé est d'environ 18 millions de pesos, commença monsieur Hector en lisant le document. Cela inclut ton appartement à Reforma, évalué à 7 millions, tes comptes bancaires avec 4 400 000, des investissements dans des fonds pour 5 600 000 et ta participation dans le cabinet de conseil évaluée à 1 million après dettes et obligations. Chaque chiffre représentait des décennies de travail. Chaque peso gagné avec effort, sacrifice, des nuits blanches et des week-ends sacrifiés. Et maintenant, j'allais décider consciemment que rien de tout cela n'irait entre les mains d'Émilie. C'est exact, ai-je confirmé d'une voix ferme. Tu proposes de désigner 2 organisations caritatives comme bénéficiaires principales. 70%, soit 12 600 000 pesos, pour la Fondation Vie et Veuvage. 30%, soit 5 400 000 pesos, pour le programme de bourse Claire Velasco à l'université. J'avais personnellement choisi le nom du programme de bourse. Claire avait été enseignante pendant 13 ans. Éduquer des enfants vulnérables avait été sa passion. Quelle meilleure façon d'honorer sa mémoire qu'en aidant de jeunes orphelins à obtenir une éducation universitaire qu'ils n'auraient pas pu se permettre autrement. C'est ça, ai-je répondu en ressentant une étrange paix. Monsieur Hector a tourné la page. Quant à votre fille, Émilie Velasco de Montes, vous proposez de ne lui laisser que des objets sans valeur monétaire significative, spécifiquement la montre-bracelet qui a appartenu à sa mère, les albums de photos de famille et les bijoux personnels que vous déclarez garder dans votre coffre-fort. Je fis une pause à ce moment-là. Les bijoux de Claire, sa bague de fiançailles avec le petit diamant que j'avais acheté en économisant pendant 6 mois, ses boucles d'oreilles en perles qu'elle avait héritées de sa grand-mère, le collier en argent que je lui avais offert pour notre 5e anniversaire, une valeur sentimentale incalculable. Valeur monétaire, peut-être environ 200,000 pesos au total. Oui, murmurai-je. Ces choses lui appartiennent de droit. Ce sont des souvenirs de sa mère. Je ne lui enlèverai jamais cela. Monsieur Hector m'observa par-dessus ses lunettes de lecture. Arthur, comprenez-vous que ce testament prive effectivement votre unique fille de tout héritage réel si, à un moment donné, vous changez d'avis? Je ne changerai pas d'avis, l'interrompis-je doucement, mais fermement. Comme Monsieur Hector, ma fille m'a dit que je n'étais pas sa vraie famille. Elle m'a volé près de 5 millions de pesos en tant mois pour financer le style de vie de personnes qui l'apprécient plus que moi. Elle a utilisé ma confiance comme une arme contre moi. Je ne la punis pas par caprice. Je protège ce que j'ai bâti pendant 40 ans pour que cela serve des causes qui le valoriseront véritablement. Monsieur Hector hocha lentement la tête. Très bien, alors procédons à la signature. Le processus dura 40 minutes. Monsieur Hector lut le testament complet à voix haute, chaque clause, chaque spécification. 2 témoins du bureau entrèrent pour assister à la signature. Une femme âgée qui travaillait comme secrétaire juridique et un jeune stagiaire en droit. Tous 2 observèrent tandis que je signais 3 copies du document avec de l'encre bleue permanente. Lorsque la dernière signature fut apposée, Monsieur Hector scella chaque copie avec le sceau officiel. Le bruit du sceau frappant le papier résonna dans le bureau silencieux avec une finalité qui me fit frissonner. « C'est fait !» annonça Monsieur Hector. « Ce testament est officiellement enregistré. Une copie reste dans nos archives, une autre va au registre national des avis de testament, et la 3e est la vôtre. En cas de votre décès, les exécuteurs testamentaires désignés exécuteront ces instructions. » Je pris ma copie du testament et la rangeai dans la mallette que j'avais apportée. Elle pesait à peine quelques grammes, mais je sentis que je portais la clôture définitive de tout un chapitre de mon existence. Merci, Monsieur Hector, pour tout. Une dernière chose, Arthur, dit-il, tandis que je me levais pour partir. Ce document est juridiquement solide, mais si jamais vous décidez de le modifier, vous pouvez le faire.
Les testaments ne sont définitifs que lorsque... que je serai mort, complétai-je avec un sourire triste. Je sais, mais je ne le modifierai pas. Je sortis de l'étude notariale à 11h30 du matin. Le soleil d'hiver éclairait les rues de la Colonia Roma. Les touristes marchaient en prenant des photos de l'architecture. Un jeune couple s'embrassait à un coin de rue. Le monde continuait de tourner, complètement étranger au tremblement de terre personnel que je venais d'exécuter. Je marchais sans but pendant 1 heure, digérant ce que j'avais fait. Je ne ressentais ni culpabilité, ni regret. Je ressentais quelque chose de bien plus profond et libérateur. Je sentais que je m'étais enfin retrouvé. J'entrai dans un petit café et commandai un café noisette. En attendant, je sortis mon téléphone. Je l'allumai pour la première fois en 4 jours. 92 messages non lus. 37 appels manqués. Des messages vocaux que je n'allais pas écouter. Au lieu de consulter quoi que ce soit, j'ouvris le navigateur et retournai sur la page de vol que j'avais visitée quelques jours auparavant. Le billet pour Bangkok pour le 15 janvier était toujours disponible. Cette fois, je n'hésitais pas 5 secondes. J'achetai le billet. Classe économique, aller simple, 16,800 pesos, débité de ma carte personnelle. Confirmation d'achat. Vol de Mexico à Bangkok avec escale à Madrid. January 15th, 2025. Départ à 6:40 am. Je regardais la confirmation sur l'écran de mon téléphone pendant 1 minute entière. 64 ans. Toute ma vie d'adulte consacrée à bâtir une entreprise, élever une fille, remplir des obligations. Et maintenant, pour la première fois depuis mes 25 ans, j'allais faire quelque chose entièrement pour moi et par moi. Le serveur apporta mon café. Je lui laissai un pourboire généreux et sortis de l'endroit, me sentant plus léger que depuis des décennies. Je passai la dernière semaine de décembre à me préparer pour mon départ. Je vendis les meubles dont je n'aurais pas besoin. Je donnais des livres à des bibliothèques publiques. J'annulais abonnements et services. Chaque action était un pas de plus vers la liberté que j'avais choisie. Le 1er janvier 2025 se leva froid et nuageux. Je fis du café en regardant par la fenêtre les rues vides après les célébrations du Nouvel An. Je n'étais allé à aucune fête, n'avais trinqué avec personne, j'avais simplement dîné seul, lu un livre et m'étais endormi à 23 hours. À 9 heures du matin, la sonnette de mon appartement retentit. Je n'attendais personne. Je regardai par le Judas et vis une femme d'environ 55 ans, les cheveux châtains relevés, avec une expression d'angoisse. Il me fallut un instant pour la reconnaître. Monique Ruiz, la sœur cadette de Claire, la tante d'Émilie. J'ouvris la porte avec prudence. « Arthur, » dit Monique sans embâge, « nous devons parler. Puis-je entrer ?» Je la laissai entrer. Monique et moi n'avions jamais été proches après la mort de Claire. Elle vivait à Querétaro avec son époux et nous nous voyions peut-être 2 fois par an lors de réunions de famille obligatoires, mais elle se tenait maintenant dans mon salon, me regardant avec un mélange d'inquiétude et de ce qui semblait être de la colère. « Émilie est venue me voir il y a 3 jours, commença-t-elle, sans même s'asseoir. Elle me demandait de l'argent, un prêt d'1 million de pesos. « Et tu le lui as donné ?» demandai-je avec une curiosité sincère. « Bien sûr que non, » répondit Monique avec indignation. Je lui ai demandé pourquoi elle avait besoin d'une telle somme, et tu sais ce qu'elle m'a dit ? Que tu lui avais coupé tout soutien financier sans raison, que tu avais annulé ses cartes, ses comptes, ses virements, tout, et que tu étais cruel et vindicatif. Je m'assis sur le canapé et lui fis signe de faire de même. Et tu l'as cru ? Monique finit par s'asseoir, mais sur le bord de la chaise, tendue. Je connais Émilie depuis sa naissance. Je l'ai vue manipuler des situations depuis qu'elle était enfant pour obtenir ce qu'elle voulait. Alors j'ai appelé ma cousine Sylvie, qui est amie avec Diego Olivares. Sylvie m'a raconté une version très différente des faits. « Que t'a-t-elle dit exactement ?» demandai-je calmement. « Qu'Émilie avait dépensé près de 5 millions de pesos de ton argent sans permission, qu'elle l'avait utilisé pour financer le train de vie de ses beaux-parents pendant presque 1 an et que lorsque tu l'as confrontée, elle t'a dit qu'ils étaient sa vraie famille, et pas toi. » Monique me regarda fixement. « C'est vrai, chaque mot, dis-je. » Monique ferma les yeux et soupira profondément.
Mon Dieu, Arthur, je n'en avais aucune idée. Émilie n'a jamais rien mentionné de tout cela. Elle ne faisait que pleurer en disant que tu étais injuste, que tu avais toujours été contrôlant avec l'argent, que tu ne l'avais jamais apprécié. J'ai travaillé 16 heures par jour pendant des années pour lui donner tout ce que Claire aurait voulu qu'elle ait, dis-je d'une voix sereine. J'ai payé l'école privée, le TEC de Monterrey, le mariage, l'apport pour son appartement. Je lui transférais 300 000 pesos par mois depuis qu'elle s'était mariée. Et quand j'ai découvert qu'elle me volait systématiquement, elle m'a traité d'avare. Monique porta les mains à son visage. Je n'arrive pas à croire qu'elle avait fait ça. Claire serait dévastée. C'est pourquoi j'ai pris les décisions que j'ai prises, expliquai-je. Non par vengeance, mais par dignité personnelle. Je lui ai dit que je ne lui prêterais pas un seul peso, continua Monique. Je lui ai dit que si elle avait vraiment besoin d'argent, elle devrait se trouver un travail comme n'importe quelle personne de 32 ans. Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Qu'elle n'avait jamais eu à travailler parce que tu couvrais toujours tout et que maintenant, elle ne savait pas comment commencer. Ces mots me frappèrent avec une force inattendue. Émilie n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Après avoir obtenu son diplôme en 2015, elle avait décroché un poste symbolique dans la galerie d'art d'une amie, 3 heures par jour, 4 jours par semaine, gagnant 16 000 pesos par mois qu'elle dépensait entièrement en vêtements. Le reste de ses dépenses, absolument toutes, je les couvrais. Et Marc travaille-t-il? Demandai-je. Soi-disant au cabinet de son père. Mais Sylvie a fait quelques recherches. Apparemment, Thomas le garde sur la masse salariale, mais Marc ne va au bureau que 2 ou 3 fois par semaine au maximum. Son salaire est de 40 000 pesos par mois. Entre lui et Émilie, ils ne cumulent à peine que 50 ou 60 000 pesos de revenus réels. 60 000 pesos par mois. Leur appartement avait une hypothèque de 18 000. Les dépenses de base, électricité, eau, Internet, l'entretien de l'immeuble, s'élevaient facilement à 12 000 de plus. La nourriture, le transport, les assurances auto, 10 000 de plus. Ils en étaient déjà à 40 000 sans inclure absolument aucun luxe. Sorties, vêtements, restaurants, voyages, ils ne peuvent pas s'en sortir, dis-je à voix haute, comprenant enfin l'ampleur du désastre financier qui les attendait. Non, confirma Monique. Et maintenant que les Montes ont découvert que ton argent ne coule plus, ils prennent aussi leur distance. Que veux-tu dire? Monique sortit son téléphone et me montra des captures d'écran de conversation. Ma nièce Hélène est amie avec la cousine de Marc. Regarde ce qu'elle lui a écrit il y a 2 jours. Je lus les messages avec un étonnement croissant. La cousine de Marc, une jeune femme nommée Ariane, avait écrit « Mon oncle Thomas et ma tante Béatrice sont furieux contre Émilie. Ils disent qu'elle les a trompés en leur faisant croire que son père était un millionnaire généreux, alors qu'en réalité, c'était un homme normal qu'Émilie volait. Ils se sentent humiliés parce que tout leur cercle social sait maintenant que leurs vacances de luxe à Paris ont été payées avec de l'argent volé. Ils n'invitent plus Émilie ni Marc aux réunions de famille. Les Montes l'ont abandonnée, murmurai-je incrédule. Sa vraie famille l'a abandonnée dès qu'elle a cessé d'être financièrement utile. Exactement, dit Monique avec amertume. Et toute la famille Ruiz, la famille de Claire, est indignée contre Émilie. Ma mère, la grand-mère d'Émilie, l'avait appris il y a 2 jours et avait pleuré pendant des heures. Elle avait dit que sa petite fille avait déshonoré la mémoire de Claire. Je restais silencieux, assimilant toutes ces informations. Je n'avais pas cherché à me venger. Je n'avais pas planifié de détruire Émilie socialement. J'avais simplement coupé mon soutien financier et laissé les conséquences naturelles de ces actions se déployer. Mais ces conséquences s'avéraient plus dévastatrices que je ne l'avais imaginé. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda Monique doucement. « Je pars à Bangkok le 15th of January, répondis-je calmement. Je vais enseigner l'anglais et l'espagnol à des enfants qui en ont vraiment besoin. Je vais vivre pour la première fois depuis des décennies sans porter le poids d'obligations qui n'ont jamais été appréciées. » Monique hocha lentement la tête. « Arthur, je sais qu'Émilie vous a terriblement blessé, mais elle reste la fille de Claire. La fille de Claire est morte lorsqu'elle a décidé que 300 étrangers fortunés étaient plus importants que le père qui l'avait élevée seul, répondis-je d'une voix ferme, mais sans colère.
La femme qui est venue chez vous pour vous demander 1 million de pesos n'est pas la petite fille que vous avez connue. C'est quelqu'un que je ne reconnais plus. » Monique se leva pour partir. Devant la porte, elle s'arrêta. « Juste pour que vous le sachiez, j'ai dit à Émilie exactement ce que j'en pensais. Je lui ai dit qu'elle avait trahi tout ce que Claire représentait, que si sa mère pouvait la voir maintenant, elle aurait honte. » Émilie pleura, mais ne demanda pas pardon. Elle continua simplement d'insister sur le fait que j'étais le problème. Après le départ de Monique, je m'assis sur mon balcon pour contempler la ville. Quelque part dans la capitale, Émilie et Marc faisaient face à un effondrement financier total. Les Montes les avaient rejetés, la famille élargie les jugeait, et ils n'avaient absolument aucun filet de sécurité, car pendant 32 ans, ce filet avait été moi. Pour la première fois, je ressentis quelque chose qui ressemblait à de la tristesse. Non pas pour moi, mais pour Émilie, pour la vie qu'elle avait elle-même détruite. Le 15th of January, 2025. Je me réveillais à 3:30 du matin. Non pas à cause du réveil, mais parce que mon corps savait que quelque chose de fondamental était en train de changer. Je préparais le dernier café dans mon appartement. Je regardais une dernière fois les rues de Mexico depuis mon balcon et fermais la porte avec un sentiment de finalité qui n'était pas douloureux, mais libérateur. Didier me conduisit à l'aéroport. Pendant le trajet, nous parlâmes à peine. Il comprenait que certains adieux exigeaient le silence. Au terminal des départs, il m'étreignit fortement. « Prenez bien soin de vous, Arthur, et appelez-moi quand vous aurez besoin de quoi que ce soit. De quoi que ce soit. » Merci Didier pour tout, pour 40 ans de véritable amitié. Je passais la sécurité avec seulement 2 valises. Tout ce que je possédais tenait désormais dans 40 kg de bagages. Le reste, je l'avais vendu, donné ou laissé dans un entrepôt. Je sentais que je devrais avoir peur. Un homme de 64 ans voyageant seul vers un continent inconnu sans date de retour, mais je ne ressentais que de l'excitation. Le vol pour Bangkok avec escale à Madrid dura 24 heures. Je passais ce temps à lire un guide de la Thaïlande que j'avais acheté, à étudier des phrases de base en thaï et à regarder par la fenêtre tandis que l'avion traversait des pays que je n'avais jamais visités. La France, l'Italie, la Grèce, la Turquie, l'Inde. J'atterris à l'aéroport de Suvarnabhumi à Bangkok le 16th of January at 7 o'clock du matin, heure locale. La chaleur humide me frappa dès que je sortis de l'avion climatisé. 32 degrés à 7 hours du matin. Tout sentait différemment. De l'encens, des plats épicés, des fleurs tropicales, une humidité oppressante. J'avais réservé une semaine dans une auberge de jeunesse économique dans le quartier de Siloam, le temps de m'orienter. 250 bahts thaïlandais par nuit, l'équivalent d'environ 140 pesos mexicains. La chambre était minuscule, à peine 5 square meters, avec un lit simple et un ventilateur de plafond bruyant. La salle de bain partagée se trouvait au bout du couloir. C'était parfait. Les 3 premiers jours, je me contentais de marcher. Bangkok était chaotique, bruyante, accablante et absolument fascinante. Des temples dorés scintillant sous le soleil implacable. Des marchés flottants où les vendeurs, à bord de petites embarcations, proposèrent des fruits que je n'avais jamais vus. Des tuk-tuks slalomant dans un trafic impossible. Des gens souriant constamment malgré la chaleur étouffante. Un après-midi sur Khao San Road, la rue des Routards, je vis un tableau d'affichage avec des offres d'emploi et de bénévolat. Il y en avait des dizaines. Enseigner l'anglais dans des écoles rurales, aider dans des sanctuaires d'éléphants, travailler dans des auberges en échange du logement. Une carte en particulier attira mon attention. Des volontaires sont recherchés pour enseigner l'anglais et l'espagnol à l'orphelinat bouddhiste de Chiang Mai. Logement et nourriture inclus. J'arrachai la carte et appelai le numéro ce même après-midi. Une femme thaïlandaise nommée Somi m'expliqua dans un anglais rudimentaire que l'orphelinat Van Doi abritait 40 enfants âgés de 5 à 17 ans. Ils avaient besoin de professeurs bénévoles pour des cours de langue qui aideraient les enfants à obtenir de meilleurs emplois à l'avenir. « Quand pouvez-vous commencer » demanda Somi directement. « Que diriez-vous dans 3 jours » répondis-je sans réfléchir. Le 19th of January, je pris un train de nuit pour Chiang Mai, une ville du nord de la Thaïlande, entourée de montagnes verdoyantes et de temples anciens.
L'orphelinat se trouvait à 30 minutes du centre-ville, dans une zone semi-rurale où les rizières côtoyaient les maisons traditionnelles en bois. Van Doy était un complexe modeste. 3 bâtiments de 2 étages peints en jaune pâle, une cour centrale avec une statue de Bouddha et un petit potager où les enfants cultivaient des légumes. Somi me reçut avec une révérence traditionnelle, les mains jointes devant la poitrine. « Je m'appelle Arthur, je viens du Mexique. » Une petite fille d'environ 9 ans, avec 2 tresses, leva timidement la main. « Le Mexique, comme les telenovelas ?» demanda-t-elle dans un anglais hésitant. « Oui, comme les telenovelas. » Tous les enfants commencèrent à parler avec enthousiasme. C'était un langage universel qui transcendait les barrières culturelles. Nous passâmes la première heure à simplement jouer avec des mots en anglais et en espagnol. Étoile, héros, action. Quelque chose se produisit dans cette pièce simple, avec des enfants pieds nus répétant maladroitement des mots. Je ressentis une paix profonde que je n'avais pas connue depuis des années. Ces enfants ne me demandaient rien, si ce n'est mon temps et mes connaissances. Il n'y avait pas d'attente cachée, de manipulation subtile, ni d'intérêts égoïstes. Seulement une pure gratitude pour l'opportunité d'apprendre. Au cours des 3 mois suivants, j'établis une routine qui guérit quelque chose de brisé en moi. Me réveiller à 6 heures du matin au son des cloches du temple. Prendre le petit déjeuner, du riz gluant, avec les moines qui visitaient l'orphelinat. Donner 4 cours par jour, de 2 heures chacun. Manger avec les enfants. Partager des histoires. Les après-midi, j'aidais aux tâches ménagères, jouais au football pieds nus dans la cour ou m'asseyais simplement sous le manguier pour discuter. Les enfants m'adoptèrent de manières inattendues. Ils m'appelaient Adjarn Arthur, Maître Arthur, avec un respect sincère. La petite fille aux tresses, qui s'appelait Namplo, commença à m'attendre chaque matin avec un nouveau dessin. Un adolescent de 14 ans, nommé Shai, me demandait de lui raconter des histoires sur mon pays pendant les pauses. Un après-midi, Somi me trouva assis seul dans le jardin, regardant le coucher de soleil sur les rizières. Elle s'assit à mes côtés en silence pendant plusieurs minutes avant de parler. « Monsieur Arthur, les enfants vous aiment beaucoup. Vous êtes différent des autres volontaires. Ils sentent que vous vous souciez vraiment d'eux. Ils m'importent plus que je ne l'aurais cru possible, admis-je d'une voix rauque. Ces enfants m'ont donné plus en 3 mois que bien des gens durant toute ma vie. » Somi hocha la tête sagement. Parfois, nous trouvons notre véritable famille dans les endroits les plus inattendus. Ces mots résonnèrent profondément. Véritable famille. Émilie avait utilisé ce terme pour désigner les montes. Mais maintenant j'en comprenais le véritable sens. La famille n'était ni le sang, ni l'obligation. La famille était un choix mutuel, un respect sincère, un amour qui ne demandait rien en retour, sauf la présence. Fin de mars 2025, Somi me suggéra quelque chose qui allait changer le cours des mois suivants de ma vie. « D'accord, Arthur, il y a une retraite de méditation Vipassana à Ubud, Bali. 30 jours de silence, de réflexion profonde, de guérison intérieure. Je crois que cela vous serait très bénéfique. » L'idée de 30 jours en silence complet m'aurait terrifié 6 mois auparavant. Mais maintenant, après 3 mois à enseigner à des enfants qui m'avaient montré le véritable sens de la gratitude inconditionnelle, je sentais que j'étais prêt pour le niveau suivant de transformation personnelle. Le 6 avril, je m'envolais pour Bali. Le centre de méditation Dharma était caché entre des rizières en terrasse et une dense forêt tropicale, à 40 minutes d'Ubud. C'était un complexe de cabanes traditionnelles balinaises construites en bambou et avec des toits de chaume. 50 participants du monde entier, des Allemands, des Australiens, des Japonais, des Brésiliens et plusieurs Américains. Les règles étaient strictes. Interdiction de parler, interdiction de contact visuel, pas de téléphone, pas de livres, pas de musique, seulement la méditation. Une nourriture végétarienne simple et l'observation de ses propres pensées pendant 8 heures par jour. Je remis mon téléphone le premier jour sans hésiter. Je ne l'avais pas vraiment utilisé depuis mon départ du Mexique, sauf pour des appels occasionnels à Didier. Les 5 premiers jours furent d'une brutalité difficile. Mon esprit, habitué à des décennies d'activité constante, se rebellait contre le silence. Les pensées concernant Émilie surgissaient sans contrôle. Des souvenirs de Claire,
une analyse obsessionnelle des décisions passées. Mais progressivement, sous la guidance des maîtres de méditation, j'appris à observer ces pensées sans m'y accrocher, comme des nuages traversant le ciel. Le 13e jour, pendant le repas silencieux dans la salle à manger commune, je remarquai une femme assise seule près de la fenêtre. Des cheveux gris coupés dans un style moderne, environ 60 ans, un visage serein, mais avec des rides qui suggéraient une souffrance surmontée. Elle portait un chemisier en lin blanc et un pantalon. Quelque chose dans sa posture, la manière dont elle tenait ses couverts, me parut étrangement familier. Le 14e jour de la retraite, la période de noble silence prit fin. Nous pouvions parler pendant les repas et les pauses. Cet après-midi-là, dans le jardin central, la femme que j'avais remarquée s'approcha avec une tasse de thé au gingembre. « Excusez mon intrusion », dit-elle dans un espagnol parfait avec un accent nord-américain. « Mais je vous ai entendu parler à l'un des coordinateurs. Je suis Isabelle Martin de Miami. »« Arthur Velasco de Mexico », répondis-je, surpris d'entendre ma langue après des semaines. « C'est un plaisir. » Nous nous assîmes sous un frangipanier et commençâmes à discuter de nos parcours respectifs jusqu'à ce moment. Isabelle avait vendu sa pharmacie à Miami 6 mois auparavant, après que ses 2 enfants adultes eurent tenté de la forcer à leur donner de l'argent pour des investissements douteux. Quand elle refusa, ils l'accusèrent d'être égoïste et coupèrent complètement le contact. « J'ai travaillé 35 ans à bâtir cette entreprise », me dit-elle d'une voix calme mais ferme. Mon mari est mort d'une crise cardiaque quand les enfants avaient 12 et 14 ans. Je les ai élevés seuls, j'ai payé des universités privées, je les ai aidés avec leurs premières entreprises, et quand j'ai finalement dit non à une demande déraisonnable, j'ai découvert qu'ils ne voulèrent de moi que mon argent. La similitude avec ma propre histoire était bouleversante. Les jours suivants, Isabelle et moi passâmes de plus en plus de temps ensemble. Des promenades dans les rizières, discutant d'enfants ingrats, de sacrifices non reconnus et du processus douloureux, mais nécessaire, de lâcher prise. Un après-midi, alors que nous regardions le coucher de soleil depuis le temple sur la colline, Isabelle mentionna quelque chose qui éveilla ma curiosité professionnelle endormie. J'ai fait des recherches sur des organisations qui travaillent avec des enfants vulnérables en Asie du Sud-Est. Je veux utiliser une partie de l'argent de la vente de ma pharmacie pour quelque chose de significatif. Je ne veux pas mourir en sachant que je n'ai travaillé que pour enrichir des enfants ingrats. « Quel genre de projet avez-vous en tête ?» demandai-je. « Une école, » répondit-elle, les yeux brillants d'enthousiasme. « Une école gratuite pour les enfants des communautés pauvres du Cambodge. Une éducation de qualité réelle, pas seulement une charité superficielle. Avec des enseignants bien rémunérés, du matériel adéquat, un suivi à long terme. » Quelque chose en moi s'alluma. « J'ai de l'expérience en conseil aux entreprises. Vous pourriez avoir besoin d'aide pour structurer le projet, gérer les budgets, établir des processus durables ?» Isabelle me regarda avec intensité. « Seriez-vous intéressé à travailler avec moi sur ce projet ?» Plus que je ne l'aurais cru possible, répondis-je avec honnêteté. Nous passâmes les 9 derniers jours de la retraite à planifier. Isabelle disposait de 6 millions de pesos de la vente de sa pharmacie pour l'investissement initial. J'avais les connaissances commerciales et l'expérience récente d'enseignement dans un orphelinat. Ensemble, nous recherchâmes des emplacements possibles au Cambodge, les coûts de construction, les exigences légales, les modèles de durabilité. « Ah, oui, à Siem Reap », suggéra Isabelle, un après-midi près d'Angkor Wat. « Mais dans les communautés rurales environnantes, où l'éducation est presque inexistante, nous pourrions commencer avec 50 élèves, ajoutai-je, faisant des calculs mentaux. Nous nous développerions progressivement en fonction des ressources et de la demande. Nous nous concentrerions sur l'anglais, les mathématiques de base et les compétences pratiques. » Lorsque la retraite se termina le 5 mai, Isabelle et moi nous envolâmes ensemble pour Siem Reap afin d'explorer le terrain. Au cours de ce voyage de recherche de 2 semaines, quelque chose de plus profond s'épanouit entre nous. Ce n'était pas une romance juvénile passionnée, c'était quelque chose de plus profond. Une camaraderie entre 2 personnes qui avaient été trahies par leur famille biologique et qui choisissaient maintenant de construire un objectif commun. Un soir, dînant dans un petit restaurant au bord de la rivière, Isabelle prit ma main sur la table. « Arthur,
Je sais que nous nous connaissons à peine depuis un mois, mais je sens que je te comprends d'une manière que peu de gens pourraient. Nous avons vécu des versions similaires de la même douleur. Je ressens la même chose, admis-je, en serrant sa main. Pour la première fois depuis des décennies, je ne me sentais pas seul dans mon expérience. Pendant ces semaines au Cambodge, je découvris que mon téléphone, rangé dans mon sac à dos, avait un signal intermittent. Un après-midi, pendant qu'Isabelle négociait le prix d'un terrain avec les propriétaires locaux, j'ai allumé l'appareil par curiosité. 12 courriels d'Émilie. Les sujets étaient de plus en plus désespérés. Papa, s'il te plaît, réponds. Nous devons parler. Je t'en supplie, dis-moi au moins que tu vas bien. Le dernier, daté d'il y a 2 semaines. Je suis tellement désolé pour tout. S'il te plaît, reviens. Je les ai tous supprimés sans les ouvrir. Non par cruauté, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose de fondamental. Le pardon n'exige pas la réconciliation. Je pouvais pardonner à Émilie pour ma propre tranquillité d'esprit, sans avoir besoin de restaurer une relation qu'elle avait elle-même détruite. Isabelle a remarqué mon expression à son retour. Mauvaise nouvelle. Je n'ai pas répondu en rangeant le téléphone. Juste des adieux définitifs à un passé qui ne m'appartenait plus. Décembre 2025. 1 an exactement depuis que j'avais découvert la trahison d'Émilie. Mais cet anniversaire ne me faisait plus souffrir. J'étais assis sur la terrasse de mon petit appartement à Valence, en Espagne, regardant la Méditerranée scintiller sous le soleil d'hiver, tandis que j'écrivais ces mots. La Fondation Velasco Martinez avait ouvert ses portes en septembre 2025, en périphérie de CMIP. Nous avions construit 3 salles de classe spacieuses, une bibliothèque, une salle à manger commune et des logements pour les enseignants. Isabelle avait géré toute la partie administrative avec l'efficacité que seules des décennies à la tête d'une entreprise prospère peuvent conférer. J'avais conçu le programme éducatif en utilisant mon expérience à Chim. Nous accueillons actuellement 230 enfants des communautés rurales cambodgiennes. Nous leur enseignons l'anglais, l'espagnol, les mathématiques, l'informatique de base et des compétences pratiques comme la menuiserie et l'agriculture durable. Le tout entièrement gratuitement. Les enseignants locaux percevaient des salaires décents de 10 000 pesos mexicains par mois, soit 3 fois la moyenne nationale. C'était un modèle durable qui changerait des vies pour des générations. J'avais vendu mon cabinet de conseil au Mexique en juillet dernier pour 24 millions de pesos mexicains. J'avais investi 16 millions dans la fondation, créant un fonds de dotation qui générerait des revenus perpétuels. Les 8 millions restants me permettaient de vivre modestement, mais confortablement, en partageant mon temps entre l'Espagne et le Cambodge. J'avais acheté cet appartement de 60 mètres carrés à Valence pour 4 millions de pesos mexicains. Il était petit, simple, parfait. 2 chambres, un balcon avec vue sur la mer, à 15 minutes à pied du marché central. Je passais 6 mois ici à gérer les aspects légaux et financiers de la fondation, puis 6 mois au Cambodge à travailler directement avec les enfants. Isabelle vivait dans un appartement similaire à 2 rues d'ici. Notre relation était difficile à définir selon les standards conventionnels. Nous ne vivions pas ensemble, nous ne parlions pas de mariage, nous étions simplement des compagnons qui avaient choisi de construire quelque chose de significatif tout en appréciant la compagnie l'un de l'autre. Nous dînions ensemble 4 soirs par semaine. Nous voyagions ensemble. Nous travaillions ensemble. C'était plus que suffisant. La semaine précédente, Didier était venu me rendre visite depuis le Mexique. Il avait apporté des nouvelles d'Émilie que je n'avais pas demandées, mais que j'avais écoutées sans grande émotion. « Elle travaille », m'avait-il informé, tandis que nous prenions un café sur mon balcon. « Elle est secrétaire administrative dans un bureau d'assurance. Elle gagne 26 000 pesos mexicains par mois. Marc avait finalement trouvé un vrai travail dans un cabinet d'audit. 40 000 par mois. J'avais fait les calculs mentalement. 66 000 pesos mexicains par mois à eux deux, bien moins que ce que je transférais mensuellement à Émilie seule. Comment s'en sort-elle? Ils ont dû déménager, avait poursuivi Didier. Ils avaient vendu l'appartement de Polanco. Avec les bénéfices, ils avaient payé leurs dettes accumulées et acheté un petit appartement de 50 mètres carrés dans la banlieue de Naucalpan. Ils payaient une hypothèque de 14 000 pesos mexicains par mois, un monde complètement différent du luxe de Polanco
où elle avait vécu. Et les Montais avaient complètement coupé les ponts l'année dernière. Apparemment, Béatrice avait dit lors d'un dîner de famille qu'Émilie les avait utilisés et humiliés. Ils ne s'étaient plus parlé. J'avais ressenti une pointe de quelque chose qui n'était pas exactement de la satisfaction, mais pas non plus de la tristesse. Juste une sorte de justice naturelle en train de s'opérer. Émilie avait demandé de mes nouvelles. Didier m'avait regardé attentivement avant de répondre. Elle a mentionné à Monique, il y a 2 mois, qu'elle comprenait maintenant ce qu'elle avait fait. Que travailler 8 heures par jour, compter chaque peso, s'inquiéter des factures, lui avait donné une perspective sur tout ce que tu avais fait pendant des décennies. Mais elle est trop fière pour essayer de te contacter directement. Tant mieux, avais-je répondu calmement. Car même si je l'ai pardonné intérieurement, je n'ai aucun intérêt à restaurer ce qu'elle a détruit. Didier avait hoché la tête, compréhensif. Ton testament reste intact. 70% pour la fondation Vie et Veuvage. 30% pour les bourses Claire Velasco. Émilie ne recevra que les bijoux de sa mère. Parfait. Que cela continue ainsi. Après le départ de Didier, j'avais réfléchi à l'année qui venait de s'écouler, de mes 64 à mes 65 ans. Pour beaucoup, un âge de retraite passive attendant la fin. Pour moi, le début de la vie la plus authentique que j'ai jamais imaginé possible. La veille, j'avais reçu des photos du Cambodge par courriel. Non Ploy, la petite fille thaïlandaise qui avait l'habitude de m'attendre avec des dessins, a maintenant 10 ans et apprend l'espagnol avec un enthousiasme contagieux. Dans son dernier message, elle a écrit à Arthur « Quand je serai grande, je veux aider les enfants comme vous m'avez aidé ». Ce message vaut plus que toutes les années passées à investir en Émilie en attendant une réciprocité qui n'est jamais venue. Isabella et moi prévoyons d'étendre la fondation au Vietnam l'année prochaine. Elle a une énergie inépuisable pour cela. J'ai l'expérience et les contacts accumulés. Ensemble, nous formons une équipe extraordinaire, construisant un véritable héritage, non pas de sang, mais d'un impact mesurable sur des vies vulnérables. Parfois, je pense à Claire. Je me demande ce qu'elle dirait en voyant ma vie maintenant. Je crois qu'elle serait fière. Non pas de l'éloignement avec Émilie, cela l'aurait attristée, mais du fait que j'ai finalement choisi de vivre pour moi-même, que j'ai transformé la douleur en un but, que j'ai trouvé une véritable famille dans des endroits inattendus. Émilie aura à vivre le reste de son existence en sachant qu'elle a rejeté l'amour inconditionnel pour un confort financier temporaire. Elle travaillera tous les jours, gagnant en 1 mois ce qu'elle dépensait autrefois pour un seul dîner. Elle élèvera des enfants sans le soutien financier du grand-père qu'elle a méprisé. Elle vieillira en se souvenant qu'elle avait un père prêt à tout donner et qu'elle l'a échangé contre des personnes qui l'ont abandonnée dès qu'elle a cessé de leur être utile. Ce sont ses conséquences. Je ne les lui ai pas imposées, elle les a choisies. Moi, en revanche, je me réveille chaque matin avec un but renouvelé. Je vois le lever du soleil sur la Méditerranée depuis mon petit balcon. Je prépare un café noir fort, mais maintenant je le bois sans hâte. Je lis des courriels d'enfants cambodgiens progressant scolairement. Je dîne avec Isabella, partageant des vins modestes et des conversations profondes. Je planifie le prochain projet éducatif. Je voyage librement sans porter le poids d'obligations toxiques. Cette année, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver sa propre dignité, que la vraie famille se construit avec un respect mutuel, pas avec un ADN partagé. Que les sacrifices ne valent la peine que lorsqu'ils sont sincèrement appréciés. Que laisser partir n'est pas un échec, mais une libération nécessaire. J'ai 65 ans, une meilleure santé physique et mentale qu'au cours de la dernière décennie. Un but clair, un amour serein, une paix profonde et un héritage significatif en construction. Émilie a 33 ans. Elle apprend enfin les leçons qu'elle aurait dû apprendre il y a 10 ans. Tard, mais nécessaire. Je ne ressens pas de vengeance. Je ne ressens pas de colère, seulement une immense gratitude. Car sa trahison m'a forcé à lâcher une vie que je vivais pour les autres et à construire une vie authentiquement mienne. Et c'est paradoxalement le plus beau cadeau qu'elles aient pu me faire sans le vouloir.